Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Cette semaine, je reçois Maître Anne-Marie Dion et on parle des sentences. Maître Dion, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Cette semaine, on parle de sentences. En fait, disons-le, c'est vous qui m'avez dit, on a parlé du système pas mal, tout ça, puis on n'a jamais parlé des sentences. Oui, exactement. On va clore pour vous la saison dans vos interventions en parlant des sentences. Puis juste avant l'émission, je vous ai demandé, l'absolution, est-ce que c'est une sentence? Je sais pas, je vous laisse commencer parce que vous voulez ou répondre à ma question. En fait, c'est parfait de commencer par l'absolution. L'absolution. Oui, c'est parfait Alors, parce que dites-nous ce que c'est. C'est la sentence la plus petite. On dira ça comme ça. C'est une sentence, c'est lorsqu'une personne a plaidé coupable ou est déclarée coupable d'une infraction en particulier, on peut juger que l'absolution peut être une peine appropriée. Il y a deux sortes d'absolution. Il y a l'absolution qui est inconditionnelle, puis il y a l'absolution qui est conditionnelle. Donc ça, c'est une première catégorie de sentence qui peut être attribuée à certaines personnes. Il y a des critères. C'est une sentence qui est exceptionnelle, on va le dire comme ça, là, parce que cette sentence-là permet à la personne de s'en sortir sans casier judiciaire, ce qui est très intéressant. Donc, malgré qu'elle ait plaidé coupable ou malgré qu'un juge l'ait déclarée coupable d'une infraction, elle va s'en sortir, entre guillemets, indemne, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de casier judiciaire. J'ai un cas, parce que c'est un ami qui, il y a plusieurs années, se fait battre par un groupe de personnes. Le lendemain, les gens se présentent chez lui pour remettre ça. Et il sort avec une arme de poing, puis il décharge son arme pour leur signaler en l'air. Il ne veut pas leur tirer dessus. Là, c'est quelqu'un de bien gentil, c'est pas un criminel, rien, mais... il a eu peur. Bon, il a eu peur. Ouais. Alors, il est accusé d'avoir déchargé une arme dans une ville, municipalité. Là, mais il ne faut pas faire ça. Hein? Surtout que c'est un 3,57 Magnum. Là. Alors, ça devait avoir fait du bruit pas mal. Et il y a eu une absolution. Il était étudiant à l'université. Il a été reconnu coupable. Oui, c'est clair. En fait, il a plaidé coupable. C'est ça. Ce qu'il l'avait fait. Oui. Mais il n'a pas été, il n'est pas un danger pour la société. Donc, c'est ça. Dans son cas, il y a eu une absolution. Oui, parce qu'en fait, le critère qui va être appliqué, c'est que la Cour va vérifier si c'est dans l'intérêt véritable de l'accusé. Puis le véritable est important parce que c'est pas juste de dire, ben moi, dans la vie, je veux pas de casier judiciaire parce que ça me tente pas d'avoir un casier judiciaire. Tout le monde pense de cette façon-là. Okay. Ça prend une coche de plus, en fait, qui est celle qu'on va dire intérêt véritable. Donc, ça veut dire, par exemple, moi, je suis étudiante en droit, j'aspire à être avocate éventuellement. Si je suis au barreau actuellement, donc c'est concret, alors un casier judiciaire va m'empêcher d'exercer, de terminer mon barreau. Et là, je démontre que c'est dans un intérêt véritable. On combine ça aussi à des facteurs qui sont autour de l'infraction, au contexte de l'infraction aussi. Hein, ça, c'est important. Là. Ce qui est arrivé aussi, on va regarder comment si, exemple, il y a des victimes, comment elles se positionnent par rapport à la possibilité de l'absolution aussi, parce que la personne s'en sort sans tâche, généralement. Puis dans l'absolution inconditionnelle, ça le dit le mot, là, il n'y a pas de condition. Donc, il n'y a vraiment pas de conséquences, disons, parce que peut-être que je peux faire le parallèle tout de suite. L'absolution conditionnelle, on va donner à la personne une période de probation. Donc, durant une période de temps, elle aura des conditions à respecter. Entre autres, exemple, pas de contact avec la personne, pas posséder d'armes, dépendamment du contexte. Si on parlait de consommation de stupéfiants, on va empêcher la personne de consommer ou d'en avoir en sa possession. Des fois, il y a même des travaux communautaires qui peuvent être effectués dans le cadre de l'absolution conditionnelle. Peut-être juste pour préciser aux gens, j'ai en tête, imaginons quelqu'un qui a un problème d'alcool ou de drogue, qui n'est pas un criminel. J'excuse pas rien, mais la personne a un problème. Quand elle pose un jugement, elle bat quelqu'un, est accusée de voies de fait, il explique sa situation, il s'est pris en main. Bon, il ne représente pas un danger pour la société, outre le fait qu'il y avait ou qu'il a un problème. Oui.
si je convainc le tribunal que je prends les moyens, je reconnais ce que j'ai fait, Oui, c'est bon. qu'on assume. Là, il y a des chances que j'obtienne... C'est une possibilité. Puis le tribunal va peser ça aussi en se disant, bon, bien, je vois que c'est dans l'intérêt véritable de la personne et ce n'est pas contraire à l'intérêt public. Donc, dans un sens, qu'est-ce que le public penserait si cette personne-là s'en sort sans casier judiciaire? Ah oui, on voit ça. Il faut aussi mettre ça en parallèle. Et est-ce qu'il y a à ce moment-là une trace quelconque? Il y a un dossier? Il n'y a pas de casier, mais il y a un dossier... On va appeler ça je vous dirais des délais, moi j'appelle ça de visibilité là, du passage à la cour. Donc, c'est sûr que dès qu'on comparaît au tribunal, comme on l'avait dit dans les émissions précédentes, donc quand on commence le processus judiciaire, il y a une inscription qui se fait au plumitif. Et là, on voit que la personne est accusée. On voit l'infraction, on voit les dates de cour, les passages, tout ça. Quand la personne plaide coupable, c'est inscrit qu'il y a un plaidoyer de culpabilité qui a été fait. Et ensuite, c'est inscrit la sentence. La sentence va être écrite absolution inconditionnelle ou absolution conditionnelle, ce qui veut dire que les autorités savent ce que ça veut dire et que donc la personne n'a pas de casier judiciaire. Par contre, la période de visibilité va varier d'une à l'autre. Donc, le public va avoir accès à l'information et les autorités vont avoir accès à l'information pour une période d'1 année quand il s'agit d'une absolution inconditionnelle et pour une période de 3 ans quand on parle d'absolution conditionnelle. Donc, c'est là où c'est important, entre autres quand la personne doit se rendre aux États-Unis par ailleurs. Oui, j'allais aborder le sujet, justement. Parce que, est-ce que je me trompe ou c'est une légende urbaine? Il y a des gens, c'est arrivé un homme d'affaires de Saint-Jean qui m'a dit, dans la quarantaine, sinon au début de la cinquantaine, qui s'est fait dire, en fait, mis en état d'arrestation, détenu là, au poste frontière américain, parce qu'à 16 ans, donc mineur, il avait été accusé de recel de voiture. Il est comme resté un peu humilié, là, parce que je ne suis pas un criminel. D'ailleurs, j'avais écrit une lettre il avait même en sa sûrement faveur. oublié cette infraction-là. Quand on lui a posé la question, on lui a dit, j'étais mineur, ça ne tentait pas. Je pense pas une question de ça ne nous tente pas. On a oublié ça, on passe à autre chose, mais ils le savent. Oui. En fait, sûrement, ce qui s'est passé dans son cas à lui, c'est que durant la période de visibilité du casier judiciaire mineur... Ah non, ça faisait 20 ans. Oui. Non, mais à l'époque, il est peut-être passé aux États-Unis à ce moment-là. OK? Donc, si on traverse les douanes américaines pendant que notre dossier ou notre absolution est visible, bien, eux, ils se gardent l'information. Okay? Ce qui fait que même si au Canada, parce que pour une personne mineure, ça s'efface tout seul, et pour, exemple, l'absolution conditionnelle, c'est 3 ans. Donc, même ici, quand on l'enlève, on empêche l'accès à l'information, ça s'applique au Canada. Mais si on est passé aux États-Unis pendant que ça existait, bien, eux, ils gardent l'info. Ah, OK. C'est important de c'est important de le savoir. OK. Et dites-moi, je ne sais pas si c'est parce que ça a changé, mais moi, je me souviens d'avoir vu au plumitif libération conditionnelle. C'est la même chose, libération conditionnelle? Oui, c'est la même chose. C'est une autre façon de le dire, absolution ou libération. Je vous dirais que c'est plutôt l'ancienne façon. Oui, de le dire. Sinon, il y a le terme libération qui va se faire quand on est au stade, c'est compliqué, là, mais dans une étape des procédures qui est l'enquête préliminaire. Parfois, la couronne va enlever la plainte à ce moment-là. Là. Je le dis dans des gros mots pour que ce soit clair, parce que c'est plus précis que ça habituellement. Et là, on va appeler ça une libération. Donc, la personne va être libérée des accusations. C'est un autre terme. Oui. Peut-être pour ça qu'aujourd'hui... Mais oui, dans le langage commun, on disait aussi libération inconditionnelle ou conditionnelle. C'est la confusion. Bon, parfait. Alors ça... Que les gens, pour le public, il y a une importance. Les tribunaux considèrent comment le public va recevoir cette information-là. Oui, c'est sûr que ça fait partie de l'analyse aussi, ça c'est important. Maintenant, parlons des sentences. Oui, des autres. Des autres sentences. Les vraies sentences. Oui. C'en est une. Celles qui ont l'impact qui est le casier judiciaire, en fait. On peut y aller peut-être en ordre, je dirais, de la moins pire là, à l'incarcération, qui est la plus grande sentence. En fait, il y a une première étape de sentence, on va appeler la sentence suspendue. La sentence suspendue, c'est une sentence, le mot le dit, là, le juge va l'expliquer un peu en disant « Je suspends le prononcé de ma sentence et je vous ordonne de respecter une probation durant une période de temps d'années. »
Puis si ça se passe bien, bien, on ne reviendra pas à la cour, puis le dossier va se terminer, la sentence va être accomplie. C'est un peu une façon de le voir, de le dire. Donc, à la sentence suspendue s'applique la probation. Et la probation peut être d'une durée de quelques mois à maximum 3 années. OK? Et dans cette probation-là, il y a toujours la première condition qu'on va demander aux gens, qui est celle de garder la paix et d'avoir une bonne conduite. Donc, c'est la première condition, c'est-à-dire qu'on va demander à la personne, pendant que tu es sous probation, et on espère pour le restant de ta vie, on te demande de ne pas recommettre d'autres infractions criminelles. Parce que ce qui arrive, c'est que si durant la période de probation, la personne commet un autre crime ou est accusée, disons, d'une nouvelle infraction, elle va être accusée non seulement de l'infraction, mais aussi d'un bris de probation, ce qui rajoute un dossier. Oui. OK? Donc, de ne pas avoir respecté la paix publique à ce moment-là. Puis là, si c'est une sentence suspendue, est-ce que le juge va dire, est-ce que le tribunal, pas le juge, va dire, puis vous le ramenez? Parce Bien, que... moi, honnêtement, je n'ai jamais vu ça. OK. OK? Fait que j'ai l'impression que c'était peut-être quelque chose qu'on voyait à une certaine époque quand le code criminel, a pris un peu plus, disons, je vais dire son essor, là, mais c'est pas comme ça que je veux le dire, là, mais c'est vraiment dans les vieux... C'est adapté dans les us et aux... coutumes d'une certaine époque, parce que moi, ça fait 10 ans que je fais ça à peu près, puis j'ai jamais vu de juge dire on ramène la personne, on revient sur la vieille sentence suspendue pour en donner une nouvelle. Oui, je vais te taper sur les doigts. C'est ça. Par contre, quand la personne brise sa probation, elle a une sentence. On va le considérer, donc, c'est ça revient un peu à ça, aussi, là. Okay. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est la première condition de base. Sinon, bien, il y a toutes sortes de conditions. Il va y avoir des interdictions qui vont être en lien avec l'infraction commise, des interdits de contact, des interdits de se rendre à des endroits. On va encadrer la personne. On entend souvent, en tout cas, moi, par exemple, des gens du crime organisé, on va dire, il vous est interdit d'être en contact avec telle personne, telle personne ou tel groupe. Ou des... Des fois, on va même dire à la personne qu'on ne veut pas qu'elle fréquente des gens qui ont des antécédents judiciaires. Oui. Je pense à la mafia, par exemple. Oui, fait que ça peut aller assez loin à ce niveau-là. Il y a des conditions qui sont aussi peut-être par rapport plus à ce qu'on va appeler la réhabilitation de la personne. Donc, on peut parler de thérapie pour la consommation d'alcool ou de stupéfiants. On peut parler de médiation aussi. On peut parler des fois, on oblige les gens à se trouver un emploi ou à rester aux études. Pour réintégrer la société, aller chercher des formations, des choses comme ça. Et sinon, il y a le volet qui est le plus, disons, punitif, qui peut entrer dans l'approbation, qui sont les travaux communautaires. Donc là, il y a les travaux communautaires qui peuvent être imposés à la personne. Donc, quand on voit dans les journaux tout ça, que la personne a reçu une peine de travaux communautaires, ce qu'il faut comprendre, c'est que la personne a eu une sentence suspendue accompagnée d'une probation dans laquelle on a demandé de faire des travaux communautaires. En tout cas, il y a souvent une espèce de préjugé dans le public qui va finir par dire, bon, c'est bien, c'est rien que des travaux communautaires. Qui me tape ses doigts. C'est pas comme ça qu'il faut le prendre. Les tribunaux ont des règles. Je défends pas le tribunal, mais ça m'offusque un peu toujours en donnant l'impression qu'on renvoie les gens... En fait, ce qu'il faut penser, c'est comme avec un enfant. Je m'excuse de faire le lien, là. On ne le bat pas avec un bâton de baseball parce qu'il a volé une gomme. On ne le battra pas avec un bâton de baseball. Bien, la conséquence est à la mesure non seulement de l'infraction, du contexte de l'infraction, mais de l'individu aussi, hein? Parce que un des principes importants d'appliquer une peine à quelqu'un, c'est l'individualisation de la sentence. Donc, oui, telle sorte de crime dans tel contexte vaut à peu près tel type de sentence, mais pour toi, la personne que j'ai devant moi qui l'a commis, parce que telle ou telle raison, bien, je pense que tu devrais avoir ce type de peine-là en particulier. La réhabilitation. Là. Quelqu'un qui a... Je pense, par exemple, à une fraude d'assurance. Quelqu'un a fraudé l'assurance, il pensait... Des fois, les gens disent, bien, j'ai déjà entendu des gens dire, bien, j'avais pas pensé. Bien oui, frauder l'assurance, c'est un vol, c'est un crime, avec toutes les conséquences que ça. Bon, le tribunal va donc considérer cette personne-là, pas, on fait pitié, là, c'est pas ça. On va considérer quel type de personne il est. Oui.
Il y a pas une évaluation, ça Des fait longtemps que je rapports? n'ai pas fait de... Ouais, un rapport, on évalue, il y a un criminologue ou une criminologue Oui. qui évalue la Ça, personne. c'est pas tout le temps, par exemple. OK. OK? Il y a des cas où la Cour va l'ordonner parce qu'ils vont sentir que c'est nécessaire. Un rapport présentation. Oui, exactement. Puis ils vont sentir que c'est nécessaire pour mieux comprendre les raisons derrière l'infraction, le passé de la personne qui a commis l'infraction, comment elle se sent par rapport aux victimes, s'il y a des victimes, là, ou comment elle se sent par rapport au crime qu'elle a commis aussi. Et tout ça dans le but d'évaluer aussi le risque de récidive. Hein. Donc, le rapport va vraiment venir indiquer à la Cour puis aux avocats, parce que moi, comme avocate, puis le procureur de la Couronne, on va recevoir copie de ce rapport-là aussi. Bien, ça va venir nous guider un peu sur le niveau de dangerosité de la personne, le risque de récidive, est-ce qu'il est faible, est-ce qu'il est moyen, est-ce qu'il est élevé, pour quelles raisons. Puis ils vont proposer des types de sentences aussi qui seraient appropriées pour notre client. Adapté à la situation, oui, à l'ensemble de la situation. En plein ça. Il y a une chose qui, je pense que tout le monde va être d'accord, il y a des fois des crimes, je pense entre autres j'oublie, quand j'aime pas les gens, j'oublie leur nom. Le cardiologue, je ne veux pas l'appeler docteur, ouais, celui qui Turcotte. Turcotte, bon. Puis je ne l'appellerai pas monsieur. Non, Donc, je m'excuse. Moi, je veux bien qu'il y ait eu des problèmes de santé ou santé mentale, là, mais bon. Là, il y a eu toutes sortes de... Parce que c'est allé en appel. Là, oui, c'est ça. Ouais. C'est encore en appel? Non, là, en fait, il était en appel au niveau de la sentence, au niveau de la libération conditionnelle. Oui, la libération éventuellement. Éventuelle, bon. oui. Alors, les barèmes... Parce que je pense que les gens doivent comprendre, quand on va en appel d'une décision, que ce soit de la Couronne ou de la Défense, ça veut dire qu'il y a des règles. Là. Il y a des règles considérées, puis qu'on dit, bien, dans telle situation, telle... Je me souviens, ce que les gens disaient, c'est, ben oui, il a plaidé la santé mentale. Oui. Bien, il y a une décision, il y a un juge ou oui, c'est ça. Bien, là, il y avait les jurés à ce moment-là. Pour M. Turcotte, c'est sûr que l'étape 1, puis là, évidemment, moi, je ne vais pas assister à tous les procès, là, donc on y va en se fiant à ce qu'on a vu dans les médias, mais puisque les jugements que j'ai pu lire par la suite, mais l'étape 1 a été de présenter la défense pour troubles mentaux pour M. Turcotte, et c'est ça qui a passé avec le jury. Donc, il a été déclaré non responsable criminellement. Ça, on l'avait déjà abordé dans une émission précédente. Alors là, il est entré dans un processus avec les tribunaux administratifs, avec l'Institut Philippe Pinel, ça a été d'autres choses. Mais ça a été porté en appel parce que la Couronne est venue dire que le juge qui présidait le procès devant jury s'est trompé dans les directives. Il les a mal expliquées pour que le jury comprenne bien les verdicts possibles. Et ça a été accepté en appel et on a redonné un nouveau procès. Au nouveau procès, là, il est déclaré coupable. Et là, au stade de la sentence, on lui a donné 25 ans, on lui a donné la perpétuité, sans possibilité de libération. Oui, exactement. Et c'est ça qui est remis en question présentement. OK. Et là, les avocats de M. Turcotte font valoir qu'il ne rencontrait pas les critères ou il n'aurait pas dû... il rencontrait plutôt les critères qui auraient permis une libération. Puis on parle... Bien là, je m'excuse de parler de ce dossier-là, mais on peut parler de quoi? Parlons plus de M. Turcotte, là, parlons d'un autre dossier, justement, où on va dire... là, c'est grave là, quand on est accusé de meurtre ou on est condamné à 25 ans. Puis, parce qu'on dit toujours... est-ce que je me trompe? On entend à perpétuité 25 ans. Oui. C'est pas à perpétuité, non, 25 c'est pas ans, perpétuité. c'est 25 ans. Okay. Notre législateur a décidé que ça en serait de cette façon-là. Donc, quand on lit dans le Code criminel une peine à perpétuité, on sait que ça veut dire 25 ans de prison. Long. Ça dépend de l'âge qu'on a aussi. Puis là, ce qu'il y a dans l'air aussi, c'est quand on regarde le procès de Bissonnette, je crois, à Québec, oui, qui s'en est pris à la mosquée. Là, oui. Bien là, en fait, c'est un contexte où on pourrait cumuler pour chaque infraction les peines de 25 ans, ce qui pourrait donner, exemple, 150 ans de prison. Ça va être ça le débat. Ce qui est intéressant aussi parce que c'est très rare qu'on le fait. Oui, bien en fait, oui, j'avais l'impression qu'on entendait ça uniquement aux États-Unis. Là. Je pense entre autres au cas assez médiatisé. Des peines démesurées, là, oui. Oui, l'entraîneur sportif là, qui a abusé des jeunes filles, lui, il a eu, je pense, c'est 270 ans. Je me dis, bon, ça, c'est les Américains, là, think big, là, mais
c'est qu'on me particulier. condamne à 50 Ça, ans ou ou la à peine de 270 mort, ans, ben, c'est ça. ouais. Ça, c'est, bon, on va te garder en cellule jusqu'à ta mort. Bon. C'est ça. Ça fait toujours un peu spectaculaire. Oui. Je t'ai condamné à 270 ans. Ouf. Oui. Et c'est pour ça qu'on ne sait pas, pour ce qui est de Bissonnette à Québec, bien, on ne sait pas ce que le DPCP va décider. Qu'est-ce Ouais. qu'ils vont plaider comme sentence? Ça va être intéressant de voir comment on se positionne. Est-ce qu'on va vers lancer un message réprobateur à toutes les potentielles personnes qui pourraient s'en prendre comme ça là, à des mosquées ou à des gens qui tiennent à leur religion en particulier, tout ça. Là, donc, c'est intéressant aussi. On verra. Est-ce que donc c'est ce qu'on appelle les peines concurrentes? On pourrait dire je vous reconnais coupable des 6... non, en fait, il a plaidé coupable au... C'est lui qui a plaidé coupable. J'ai plaidé coupable, parfait, je me reconnais, je l'ai fait, je suis désolé, blablabla. Bon, OK. Maintenant, on va rendre la sentence. Si je suis juge, je peux dire je vous condamne à 25 ans sur chacun des chefs, donc 6 chefs, mais de façon concurrente. Donc, la première année, c'est pour les 6 condamnations. Ça veut dire qu'il y aurait, admettons, 6, 25 ans, mais qui vont se purger en même temps, donc de manière concurrente. La logique derrière la peine concurrente, c'est de se dire qu'il ne faut pas que la peine soit démesurée par rapport aussi à l'infraction puis par rapport à notre système de droit. Donc, c'est tout ça qu'il faut mettre en balance. Donc, ça va être intéressant. Je m'excuse juridiquement, là, je m'excuse pour les victimes, là, mais... les familles des victimes, mais juridiquement, c'est un point intéressant. Le juge ou la juge qui va avoir à trancher ça va l'expliquer. Exactement, pour que c'est ce qu'on va appeler la jurisprudence. C'est une décision qui va faire jurisprudence. Qui va faire jurisprudence. Donc, on va éventuellement la plaider. Peut-être que ça va changer dans l'avenir. Les règles vont peut-être être modifiées. C'est ce qui fait l'évolution du droit. C'est ça, exactement. Puis avec le processus qui pourrait arriver, c'est que si le juge de Cour supérieure au Québec décide de X sentence et que ça ne fait pas l'affaire, disons, je vais le dire comme ça, mais que ça ne fait pas l'affaire ou de la défense ou de la poursuite, bien, ça pourrait être amené ensuite en appel. Puis si en appel, ça ne fait pas non plus l'affaire, bien, peut-être en Cour suprême. Donc, ça pourrait suivre toutes les étapes pour venir nous donner un peu une idée de comment on va appliquer les peines concurrentes ou consécutives dans des cas comme ça. Donc, c'est au-delà du dossier. Là, c'est vraiment pour les juristes, cette situation-là. C'est hors du commun. C'est hors du commun. Ça devient intéressant. Il faut qu'on sache comment à l'avenir ça on va va se traiter terminer. ça. Le temps file. Parlons peut-être justement des libérations conditionnelles. Comment c'est traité? Est-ce que dire après, dans une sentence de détention? Oui. OK. Bien, c'est sûr, quand la personne... Est-ce que c'est le bon terme, là? Des libérations conditionnelles. Bon, quand la personne reçoit sa peine d'incarcération, il faut qu'on se dise d'emblée qu'elle ne restera probablement pas au complet, là. Elle ne fera pas au complet sa sentence de manière incarcérée. Peut-être pour éclairer les gens, là, puis y aller une étape à la fois pour que ce soit clair, il y a 2 sortes de sentences de détention. En fait, il y a la détention qui est au provincial, la prison provinciale, puis il y a la prison fédérale. La prison provinciale, c'est lorsqu'on reçoit une peine qui est de 2 ans moins 1 jour et moins. OK? Donc là, à ce moment-là, on s'en va dans un centre de détention régi par la province. OK? Donc, et là, il y a des libérations conditionnelles qui s'appliquent en fonction des règles provinciales aussi. On va passer devant un comité, le comité des libérations conditionnelles. On va faire valoir nos points. Il y a des étapes. Dans notre langage, on va parler du 6e, du tiers, du 2 tiers des sentences. Il y a des critères qui s'appliquent. À ce moment-là, je peux peut-être parler d'expérience personnelle. Moi, j'ai assisté à des libérations conditionnelles comme ça. C'est vraiment particulier. On est assis avec notre client devant 3 personnes qui sont les personnes qui vont décider si on peut sortir d'avance de notre sentence. Et c'est très challengeant là, pour la personne accusée. Elle doit vraiment revenir sur les infractions, sur comment elle se sent, sur sa perception, sur le pardon, à aller chercher sur les remords qu'elle éprouve, sur la remise en question qu'elle a fait durant sa période de détention, les réflexions qu'elle est allée chercher. Puis ça dure très longtemps. Moi, j'en ai fait qui ont duré à peu près 3 heures. Et la personne se fait questionner. Elle doit affronter ses démons là, totalement. Et là, les gens, les commissaires doivent décider si la personne est un danger pour
pour le public si elle a bien réfléchi, si elle va prendre les mesures en retournant dans la société pour ne pas se remettre les pieds dans les plats, pour ne pas être un danger pour les autres aussi. Donc, c'est très intéressant. C'est ce qu'on peut lire habituellement dans les médias. Quelqu'un qui fait partie soit d'un gang ou d'un groupe de motards, par exemple, on va dire, on a remarqué que pendant votre incarcération, vous fréquentiez les membres. Puis bon, finalement, tu n'es pas sorti de ton mode. Ah non, si en prison, on n'a pas une bonne attitude, on se bagarre avec les gens, on est arrogant, tout ça, mais d'emblée, on ne va pas se qualifier là, pour avoir des sorties plus rapides là, pendant notre sentence de détention. Il faut vraiment faire la démonstration que non seulement on veut changer, mais qu'on a commencé le processus de changement ou qu'on l'a... Oui. Puis pour avoir assisté à ça, je peux vous dire que les gens le prennent très au sérieux. La personne est questionnée, puis c'est important. Là. Donc, c'est pas ça fait le 6e, merci, tu peux sortir d'une journée. Oui, je pense que les gens... Est-ce que c'est toujours comme ça? Est-ce que c'est la tous les personne cas? peut faire la demande. Ça se peut qu'on lui dise non, ça s'applique pas du tout, on va pas t'entendre. Okay. Alors là, elle peut refaire une demande au tiers, sinon aux 2 tiers, mais c'est pas d'emblée que ça va fonctionner. Okay. C'est pas un automatisme là, qui est fait, parce que je pense qu'on a souvent, même moi, là, bon, toi, on sait, je suis pas criminaliste, là, mais tu as l'impression que quand tu as fait ton tiers ou ton 6e... c'est terminé. Merci, mais non, bonjour, prends ton c'est pas sac. d'emblée. C'est sûr que les crimes avec violence, ça passe pas nécessairement au conseil, mais si on regarde des gens, exemple, pas d'antécédents, c'est sa première peine de prison, elle a un jeune âge... elle a un emploi, une famille. Bon, tu sais, s'il y a des critères qui font en sorte que dans la société, elle est bien entourée puis elle va bien se comporter, oui, donc, ça peut être une bonne candidate. Je vous interromps parce que c'est déjà la fin, mais donc, tout ça, c'est le principe de la réhabilitation de la personne, de l'accusé ou du condamné. C'est très important quand on parle de sentence. Oui, on ne veut pas nécessairement créer... on ne veut pas qu'il revienne, puis il ne veut peut-être pas ou elle ne veut peut-être pas revenir. Exact. Écoutez, Médion, ça me fait plaisir, c'est déjà tout. Merci beaucoup parce que ça clôt justement votre sujet. On parle aujourd'hui des condamnations. Alors, mesdames et messieurs, revenez-nous la semaine prochaine à une autre émission de la justice entre nous et d'ici là, bonne semaine.